Retour sur le plateau du Club Le Châtelier. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il sera donc venu le plus vite possible, quelques jours, quelques heures seulement, après que la ville de Kherson a été libérée. L'image du jour, c'est évidemment celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les rues de la ville, accueilli évidemment héros par des habitants qui vivaient sous l'occupation russe depuis mars dernier. On voit les dernières images avec Nancy Rice. Ni la gloire, ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. La chance nous sourira encore, jeunes frères. Première parole de l'hymne ukrainien, chanté ici par Volodymyr Zelensky. Première parole lourde de symboles. 3 jours après la reconquête de Kherson, le président de l'Ukraine, accueilli en libérateur, prêt pour la paix, a-t-il lancé. Sur la place principale, premier point de presse, on ne change pas les habitudes et encore moins aujourd'hui. Nous avons fait des promesses, mais ce n'est pas tout. Nous sommes revenus et nous avons tenu notre promesse. Bien évidemment, nous ressentons cette énergie, cette émotion de la population et nous en sommes ravis. Ni casque, ni gilet pare-balles, en tenue militaire, entouré de gardes du corps lourdement armés, le président ukrainien à la rencontre des habitants. Gloire à l'Ukraine, entend-on depuis un balcon. Gloire aux héros, répond-on. L'ennemi est à seulement 20 km à l'est. Moscou s'est contenté de rappeler que Kherson appartenait toujours à la Russie. Alors justement, Isabelle Dufour, ils ne sont qu'à 20 km à l'est. Comment est-ce possible aussi rapidement? La semaine dernière, les experts militaires nous disaient une fois que les Russes auront quitté la ville, il faudra 15 jours, 3 semaines pour que les Ukrainiens puissent y arriver. Comment est-ce qu'on peut, on imagine qu'évidemment on ne sait pas totalement sécuriser ce déplacement du président ukrainien. Enfin, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Oui, c'est un déplacement risqué, de toute façon. Apparemment, les Ukrainiens sont assez sûrs en fait, du renseignement qu'ils ont sur la présence russe, sur la localisation de la présence russe, et donc sur le fait de pouvoir réinvestir Kherson assez rapidement. Il y a aussi le fait que la population, malgré les 90% au suffrage, au ralliement... 85%, voilà. 7. Ah bah, allez, on coupe la poire en deux, Philippe Delarat. Juste le prix. Voilà, on voit que les 10% restants sont finalement très très nombreux. Enfin, je veux dire que les forces ukrainiennes dans Kherson sont dans un terrain favorable. Donc voilà, elles estiment ne pas prendre trop de risques. Il y aura certainement beaucoup de travail de déminage et de dépiégeage sur la ville. Bien sûr, ouais. Ça reste un déplacement quand même malgré tout risqué parce qu'il est à portée d'artillerie. Oui, c'est ça, il est à portée d'artillerie, évidemment. Bon, comme d'habitude, on a reçu les images après, on a su qu'il y était allé après qu'il en soit parti, ce qui est toujours le cas depuis le début de la guerre et ce que l'on comprend bien. Je voudrais qu'on regarde une séquence avant d'aller retrouver Charline Hurel qui nous attend, me semble-t-il. Vous avez passé du temps ce week-end à Kherson, Charline. Je voudrais juste qu'on regarde cette séquence tournée par l'équipe de Benoît Cristal, le jeune homme que vous allez voir à l'image, eh bien, c'est son fixeur, donc celui qui l'aide à bâtir ses reportages, qui est donc ukrainien. Regardez à son arrivée dans la ville. Ça nous donne un petit exemple, Charline, de ce qu'il s'est passé ce week-end, évidemment. Alors, on parlera après de ce qu'on peut découvrir éventuellement dans Kherson. Mais d'abord, racontez-nous l'ambiance, les retrouvailles, etc. C'est assez impressionnant parce que, alors d'une part, la ville de Kherson est quand même assez vide et lorsqu'on arrive sur cette place centrale qui est la place de la Liberté, il y a ces Ukrainiens, ces habitants qui exclament de joie, qui ont les drapeaux ukrainiens sur eux, qui s'amusent, qui se prennent dans les bras, qui chantent aussi des chants patriotiques, qui reprennent en chœur. Ce sont des images assez incroyables finalement parce que avec Axel Charles Messens, nous avons fait d'autres villes qui avaient été libérées
auparavant. Jamais nous n'avions vu une telle joie sur ces places. Vous voyez, d'habitude c'est plutôt le soulagement, mais des visages marqués par l'occupation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas marqués par l'occupation, mais il y avait quelque chose d'assez extraordinaire qui se dégageait de ses habitants. Et puis finalement, ça va assez bien avec cette ville de Kherson parce que vous savez, on disait que c'était probablement la ville où il y avait le plus grand réseau de résistance. Peut-être ce sont ces personnes qui étaient justement sur cette place. Et donc voilà, il y avait ce soulagement assez incroyable en tout cas qui régnait sur la place. Côté militaire, on a vu aussi les premiers pas des unités dans Kherson. On a assisté à cela. Ils se posaient en photo avec les drapeaux, avec les lettres Kherson juste derrière. Et ils nous disaient c'est un océan d'émotions. On ne peut même pas vous décrire ce qu'on ressent à ce moment-là. Des soldats qui se sont battus pendant plusieurs mois sur ce front et qui pouvaient donc enfin pénétrer dans cette ville de Kherson. On va rappeler effectivement que cette ville, elle était tombée aux mains des Russes très très vite. Dès le début de la guerre, on imagine évidemment le soulagement de ces gens qui ont vécu avec toutes ces périodes de russification. On aura l'occasion d'en reparler. Charline, je vous reprends tout à l'heure pour parler justement de ces potentiels règlements de compte que l'on craint à chaque fois évidemment qu'une ville est libérée. Et puis des inquiétudes aussi. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette ville où se sont sans doute passées quelques exactions. On sait déjà qu'il y a eu beaucoup de tortures. On vous retrouvera tout à l'heure avec Axel Charles Messens et Arkady Davydenko, qui est votre fixeur. À tout à l'heure, ma chère Charline. Il a dit quelque chose d'important, Volodymyr Zelensky, on l'a entendu tout à l'heure, mais je voudrais qu'on le réécoute, au sujet de la paix. Donc là, il est, je vous le rappelle, dans les rues de Kherson. Écoutez. On ne croit pas à la Russie. Ils rusent avec toute la planète. C'est pourquoi nous allons de l'avant. Nous sommes prêts pour la paix, mais notre paix, pour notre pays et pour tous nos territoires. Nous respectons la loi, nous respectons toutes les lois, mais maintenant, nous parlons de notre pays. C'est la raison de notre combat contre l'agression russe. Christian Maegrelis, comment est-ce que vous comprenez ce que dit Volodymyr Zelensky quand on a justement Jake Sullivan qui explique qu'il va falloir à un moment peut-être réfléchir à peut-être se dire que la Crimée, on pourrait la laisser aux Russes. Il y a quand même, ça commence à bouger un peu, les lignes commencent à bouger. Alors même si le président Biden a dit tout à l'heure rien ne se fera pour l'Ukraine sans l'Ukraine, comment vous comprenez ce que dit le président Zelensky là ? Mais je crois que les Ukrainiens sentent qu'ils tiennent le bon bout et ils ont envie d'aller jusque-là. Savoir si c'est crédible, s'ils y croient eux-mêmes, c'est autre chose. Je ne suis pas sûr, moi, qu'ils croient vraiment à ça, mais c'est une position de départ. Quand on fait des négociations, on part de positions dures, puis ensuite on fait des concessions. Dans toutes les négociations humaines, c'est comme ça que ça se passe. Lui, il a intérêt aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il est à Kherson et qu'il s'adresse à la fois au monde entier à partir de Kherson, de dire, vous voyez, j'ai gagné une bataille, mais je suis prêt à discuter de paix. Peut-être qu'il prépare son opinion aussi, éventuellement, parce qu'on sait que les Ukrainiens... Son opinion aussi, bien entendu. Ouais. Mais dans son opinion, il y a quand même les gens qui sont en Donbass, qui ont le droit de parler, qui ont peut-être envie de dire qu'eux voudraient être libérés rapidement, comme Kherson l'a été. Donc il s'adresse à la fois à ces gens-là, mais il s'adresse à l'opinion mondiale, et il s'adresse aux Russes, mais il s'adresse surtout, je crois, aux Américains, pour leur dire, moi je suis prêt à faire la paix, mais je lâcherai rien. Voilà. Oui, c'est ça, à mes conditions. Une position dure pour démarrer. Puis à partir de là, on peut faire des concessions. Et la Crimée est certainement, à mon avis, la concession majeure qui arrivera à la fin. C'est vrai que quand on y repense, il y a une dizaine de jours, il n'était pas question de parler de paix encore, mais on aura l'occasion d'y revenir notamment avec Petro Poroshenko, l'ancien président ukrainien. Donc le message là est très important. Ouais. Le message de Poutine disant n'oubliez pas que Kherson appartient à la Russie, c'est un peu ridicule. Devant Zelensky, au milieu de Kherson, avec des drapeaux ukrainiens, que Poutine se fende d'une déclaration en rappelant au monde que Kherson est russe, alors que personne n'y croit. Oui, bien sûr. Il y a une contradiction extraordinaire entre les deux hommes, quoi, complètement. Il y a eu une déclaration cette nuit de la secrétaire d'État américaine au Trésor, pardon de revenir à des choses très
terre à terre, mais qui dit que le meilleur moyen de redresser l'économie mondiale, c'est de mettre fin à la guerre en Ukraine. Voilà le message que les Américains, et pas seulement les Américains, mais aussi les Occidentaux, les Européens, vont marteler dans les prochains jours, ce qui explique, à mon sens, sans doute, la lente progression de Volodymyr Zelensky vers l'acceptation de pourparlers, ce qu'il avait totalement exclu en octobre. Oui. Donc, on n'est pas à la fin de la guerre, on n'est pas au début des négociations, parce que pour négocier, il faut être au moins 2, et que Vladimir Poutine, pour l'instant, n'a pas fait montre de la même ouverture d'esprit, nous allons le dire comme ça. Mais c'est important de comprendre que dans un monde très affecté par ce qui se passe par la guerre en Ukraine, insécurité énergétique, insécurité alimentaire, insécurité tout court. On a entendu planer la menace nucléaire. Donc, je trouve que les mots de Janet Yellen, qui peut être un peu moins diplomate peut-être que ses homologues au gouvernement, de dire le meilleur moyen de redresser l'économie mondiale, c'est de mettre fin à la guerre en Ukraine. Cela, à mon sens, il faut l'entendre, c'est aussi le parler vrai américain. Ouais, et ça peut résonner effectivement aussi auprès de la population de la population ukrainienne, auprès de toute cette... Parce que c'est elle qui s'est battue, enfin je veux dire, c'est pas nous. Hein. Et il y a 2 choses importantes dans le discours de Zelensky, je pense. La première, c'est qu'il a dit là, on ne l'a pas entendu, mais il l'a dit, et il le répète sans arrêt, notamment dans sa première allocution après la libération de Kherson, quand il était encore à Kiev. L'Ukraine ne vous abandonnera pas. Il est contraint. C'est une démocratie, et donc il ne peut pas dire à certains de ses citoyens « je vais vous sacrifier à l'ennemi ». Et la deuxième chose qu'il dit, c'est quand il dit « la Russie ment tout le temps ». En fait, c'est le régime de Poutine, c'est Poutine lui-même, c'est Lavrov, qui mentent tout le temps, à qui on ne peut pas faire confiance. Et donc, je pense que cette ouverture de Zelensky ou de Madame Yellen d'une autre manière, ce sont des signaux vers l'après-Poutine. Ah oui, c'est ça. On peut interpréter, on pourrait dire aussi que le meilleur moyen de mettre un terme à cette guerre, c'est de renforcer les sanctions pour étrangler complètement l'économie russe et en particulier le secteur militaire pour provoquer un changement à la tête de la Russie. Oui, parce qu'Isabelle Dufour, c'est compliqué aussi de vendre, entre guillemets, à une nation qui engrange des succès incroyables depuis le mois de septembre, de vendre l'idée de dire, bon ben voilà, faites des concessions, laissez tomber la Crimée, et puis on verra ce qu'on fait sur le Donbass. Surtout que c'est assez paradoxal de le faire quand elle recommence à prendre l'avantage. Quand la Russie progressait cet été, personne ne parlait de négociations ou de gel des positions, ou même de cesser-le-feu. Le faire à ce moment-là, c'est extrêmement dangereux pour l'Ukraine, parce que le moment, disons, de succès d'une armée ne dure pas. Au bout d'un moment, il faut faire une pause opérationnelle pour recompléter ses forces. Pour l'instant, ce n'est pas le cas de l'Ukraine, qui continue à tenir et à gagner des positions. Et par contre, la Russie recule et aimerait bien, elle, avoir une pause opérationnelle pour retrouver des positions défensives fortes, puis des positions offensives encore plus fortes. Donc pour l'Ukraine, c'est vraiment pas le bon moment. Après, parce que la Russie, elle est en défensif en Crimée, enfin du côté de Kherson, et voilà. Dans le Donbass, elle est plutôt à l'offensive. Elle est à l'offensive, mais ça ne progresse pas. Donc c'est-à-dire qu'elle use ses forces. C'est pas la même chose, quoi. Voilà, quand même, c'est plus facile de tenir une position défensive qu'une position offensive. Vous pouvez tenir longtemps une position défensive sans trop user vos forces. Une position offensive, c'est beaucoup plus difficile. Donc elle peut craindre une contre-offensive ukrainienne sur les autres régions. Le problème de l'Ukraine, c'est que la Russie l'a attaquée à répétition et que, quels que soient les éventuels arrangements territoriaux, la seule paix acceptable est une paix qui garantirait que la Russie n'attaquera plus l'Ukraine. Oui, mais si la Russie ment tout le temps. Non, mais c'est pas la. Si Poutine s'en va, si l'Ukraine entre dans l'OTAN, la Russie ne pourra plus l'attaquer. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, oui. Alors, il y a quand même quelque chose avec Vladimir Poutine qu'on a appris tout à l'heure. Alors, je voulais qu'on
qu'on retourne du côté du G20, mais bon, pour le moment, c'est pas possible, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Mais ce qu'on a appris quand même, Valérie, il y a eu ce qu'on appelle un briefing ce matin. L'Élysée a parlé aux journalistes, etc. C'est que la France continuera de parler à la Russie. Bien sûr, Emmanuel Macron l'a redit lors de ce briefing off là, avec des journalistes. C'est l'Élysée, je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron lui-même, en tout cas c'est l'Élysée qui fait savoir qu'Emmanuel Macron parlera avec Vladimir Poutine, continuera à parler avec lui, et notamment après ce G20, puisque toute l'idée de ce G20, qui, on le rappelle, est d'habitude un cénacle qui est préoccupé par les questions économiques. Oui, c'est pas pas le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est pas l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais là, évidemment, la guerre en Ukraine est la toile de fond de tous les échanges qui s'y passent. Sergueï Lavrov est présent, même si Vladimir Poutine ne l'est pas. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Et donc, parler à Poutine alors que des pressions concentriques, des pressions continues et par cercles concentriques sur la Russie sont à l'ordre du jour, dit l'Élysée en parlant à tous les interlocuteurs de ce G20, ça permet de dire à Vladimir Poutine: écoute, peut-être faudra-t-il que tu viennes à la table des négociations. Je dis tu parce que je crois que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se tutoient. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Christian Maigrelis, c'est important d'avoir un dirigeant occidental. Il n'y en a pas beaucoup dans ce bloc-là qui continue à parler à Vladimir Poutine, a priori. Je pense que c'est très important, oui. Et c'est un bon point pour nous, que ce soit la France qui tienne ce rôle. Ceci dit, je suis un peu réservé sur les conséquences. Oui, c'est important non pas pour faire passer des messages, mais pour dire... Ça n'est pas un canal de négociation, voilà. Oui. Le canal de négociation, ça fait 8 mois que je passe mon temps à dire que la seule négociation à laquelle Poutine pourra se joindre, c'est une négociation qui sera quasiment ordonnée par par les Chinois et les Américains. C'est un petit peu ce qui a été travaillé ce matin, manifestement. Ce qui se passe au G20 me paraît extrêmement important parce qu'il y a un début de dialogue, de renouveau de dialogue entre les Américains, entre l'Amérique et la Chine, et que l'affirmation déjà qu'il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire, c'est quand même, pour la planète, c'est quand même extrêmement important. Enfin, que ces deux puissances qui sont les premières du monde disent ensemble pas de guerre nucléaire, c'est bon pour nos enfants, nos petits-enfants et leurs successeurs. C'est très important. Et je pense que c'est un premier pas vers une sorte de triumvirat sino-américain. Il y a 15 ou 20 ans, j'avais écrit un article dans la presse qui a fait beaucoup de bruit. J'avais parlé de la chimérique, en expliquant comment les deux économies de la Chine et de l'Amérique étaient... Mais j'avais donné le nom de chimérique pour dire que, bon, c'était un rêve quand même. Mais je le remets sur la table aujourd'hui. Mais c'était très intéressant d'ailleurs. Il faudra bien qu'elle existe un jour. Si les Chinois garantissent qu'ils ne vont pas attaquer Taïwan, que Taïwan se rapproche d'une fédération avec les Chinois, que les Américains bénissent tout ça, le monde est parti pour un siècle de paix. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était intéressant d'entendre Joe Biden tout à l'heure dire j'ai été très clair, il a lui aussi été très clair, j'ai bien compris, il a lui aussi bien compris. Enfin, on voyait qu'il y avait une espèce de discussion, j'allais dire, sur un pied d'égalité. C'est peut-être, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il a fait très attention à ne pas faire l'Américain le plus fort du monde, quoi. C'était vraiment l'Amérique et la Chine sur un pied d'égalité. On discute et on a conscience des deux pouvoirs qu'on a et l'un et l'autre. C'est comme ça que vous l'avez vu aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment là eu un effort de rapprochement qui se concrétise par cette conférence de presse. C'est inespéré, je dirais que c'est presque inespéré, compte tenu du fait qu'on pensait voir Xi arriver en disant « Moi, j'ai gagné, je suis réélu, je serai réélu, vous n'avez rien à faire, j'ai tous les pouvoirs, et vous, avec votre démocratie, vous êtes à 50-50 », il aurait pu dire ça, Xi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai 100% de pouvoir, vous en avez que 50%. Même si, et on le remarquait hors antenne, Joe Biden a commencé sa conférence de presse pour rappeler qu'il avait, d'une certaine manière, non pas gagné les élections de mi-mandat, mais qu'il avait les mots qu'il a employés, c'est qu'il y a une résilience pour la démocratie américaine. La démocratie, c'est qui nous sommes, etc. Donc,
pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux Chinois et au régime de Xi Jinping, il rappelle que l'Amérique, elle aussi, a des choses à faire valoir, et notamment Joe Biden n'est pas arrivé affaibli après le résultat des élections de mi-mandat. Vous êtes d'accord, Isabelle Dufour, avec tout ça ? Oui, tout à fait. Après, j'ajouterais que si les États-Unis voulaient vraiment pousser l'Ukraine à la négociation, il y aurait un moyen très simple, c'est de couper tout simplement l'aide militaire matérielle et immatérielle en termes de renseignement, etc. Ou de la limiter. Donc, mais est-ce que les Russes iraient négocier dans ce cas-là? Mais ce serait politiquement inassumable, parce que ça veut dire que l'Amérique, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis tiennent un discours politique acceptable aux yeux du monde, mais que dans le fond, ils sont assez alignés, comme vous le disiez, avec la cause ukrainienne. Et je voulais juste ajouter un mot sur la question des difficultés économiques mondiales et énergétiques. Il faut être extrêmement prudent quand on lit ça à la crise en Ukraine, parce qu'après avoir traversé 2 ans de Covid, une pandémie mondiale, avec des dépenses colossales dans tous les pays, avec des restrictions sur les composants, sur l'industrie, sur les filières d'approvisionnement, avec les difficultés que connaît la Chine actuellement avec sa politique de zéro Covid, et les difficultés économiques qu'elle a sur ces questionnements sur la croissance, attribuer l'ensemble des maux alimentaires et économiques à la crise en Ukraine, c'est un discours qui arrange bien la Russie. Elle a bon dos, oui, c'est ça, bien sûr. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko qui sera en direct avec nous dans cette émission, 16h pile. On retournera évidemment du côté de Kherson. On sera également avec Benoît Cristal qui est lui sur la rive orientale du Dniepr, donc du côté des forces russes. Vous voyez qu'on est dans les 2 camps, effectivement, pour essayer de comprendre comment tout cela se passe. Puis on élargira et on ira vers le Donbass, où là, vous l'avez évoqué d'ailleurs, Isabelle Dufour, c'est une autre paire de manches pour les troupes ukrainiennes et russes d'ailleurs. A tout de suite. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Regardez, nous sommes dans l'avenue principale qui a été largement détruite. Voici ce qui s'est passé ici à Kiev. Nous sommes tout près du périphérique. Et dans cette direction, il y a en ce moment même des combats entre soldats russes et soldats ukrainiens. Et on entend très régulièrement ces tirs d'artillerie lourde. Les Russes étaient ici il y a encore un peu plus d'une semaine. Ils ont quitté la ville. Les positions ukrainiennes sont dans la région. On ne va pas évidemment vous dire précisément où. Nous découvrons ici l'avenue principale de Borodianka. On peut tous réduire sa conso d'énergie en baissant la température de son chauffage. Oh, non, pas autant. Ça fait partie des gestes utiles. Je baisse, j'éteins, je décale. Mon papa, il est formidable. Il fait plein d'efforts pour me faire manger des trucs bons qui ne poussent pas trop loin. Il dit que c'est pour ça qu'il a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole. Et que comme ça, ces sous peuvent servir à aider cet agriculteur à s'installer à côté de chez nous, par exemple. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Papa, mets le masque purifiant Horace sur ton visage comme ça. Ah, y a Thibaut du bureau qui demande quel est le meilleur produit Horace pour hydrater sa barbe. Huile pour barbe, patchouli et sel, ce serait parfait. D'ailleurs, on peut en prendre une pour nous. C'est comme ça depuis que mon entourage utilise comme moi les soins pour hommes Horace. Oui, papa. Horace, soins naturels pour tous les hommes. Disponible sur www.horace.co. Faites vos achats sans que les trackers en ligne ne vous suivent à la trace. Profitez de l'offre NordVPN dès maintenant et protégez-vous des trackers en ligne. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. Il y a du Wi-Fi ici. Maintenant, le Wi-Fi est partout chez vous avec Bibox Fibre Wi-Fi 6E de Bouygues Télécom, opérateur numéro 1 en Wi-Fi. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.
Renoncez peut-être à l'arbre à chat, misez plutôt sur les commerces à proximité pour louer votre bien 30,7% plus cher. Découvrez notre outil d'estimation locative sur meilleursagents.com. Vous avez le choix. Vous pouvez garder les vêtements que vous ne portez pas ou faire le bonheur de quelqu'un. Vendez à des millions de personnes en France et ailleurs avec Vinted. C'est sans frais. Téléchargez Vinted. Vous ne le portez pas? Vendez-le. C'est de l'argent durement gagné. Gérez-le simplement. Utilisez les solutions professionnelles SumUp, comme le lecteur de carte bancaire. Fixer, aligner, mesurer en toute simplicité. Un Dino de Bosch. Audible, raconte-moi une histoire qui me fait peur. Audible, c'est des milliers de livres audio et créations originales. Essayez gratuitement sur audible.fr. En scannant ce QR code juste ici, vous allez découvrir à quoi vous ressembleriez avec des kilos en moins. Grâce à Comme J'aime, c'est possible. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10 kilos de moins, 20 kilos de moins ou 30 kilos de moins? C'est ultra simple. Vous prenez votre téléphone portable, vous ouvrez l'appareil photo, vous scannez le QR code juste ici et dans 2 minutes, Comme J'aime vous fera découvrir votre future silhouette avec des kilos en moins. C'est simple, c'est gratuit et c'est sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. On culpabilise un peu de vous laisser comme ça en plein boulot pendant que nous on se dort la pilule au soleil. Faut pas. On est tellement plus détendu quand on sait qu'on est prévenu en moins de 30 secondes en cas d'alarme avec Omiris. Oh non. Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Le progrès, c'est se renouveler, se réinventer, pour faire avancer la société. Le progrès, c'est sortir de sa zone de confort et répondre à de nouveaux enjeux. Ada Guerchouch est coach en entreprise. Elle vit hors de sa zone de confort en permanence. Le progrès, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est nous. Ensemble, faisons progresser les entreprises grâce aux personnes handicapées. Voilà à quoi je rêve. Voilà ah oui sans trêve. Voilà à quoi je rêve sans trêve. Galerie Lafayette, le grand magasin de tous. 16h de retour sur le plateau du Club Le Châtelier, vous êtes les bienvenus évidemment. On va parler de Volodymyr Zelensky quelques jours, quelques heures même après la libération de Kherson. Eh bien, il était sur place ce matin. Le drapeau ukrainien flotte partout, des scènes de liesse, de retrouvailles se multiplient. Peut-être aussi des règlements de compte avec ceux qui avaient choisi le camp de Lemny. On va en parler puisque l'urgence dans ces cas-là, c'est évidemment de faire revenir très vite les autorités judiciaires et les autorités de police dans la ville. On rejoindra Charlie Nurel qui est avec nous évidemment tout au long de l'émission et qui a passé une partie du week-end dans la ville de Kherson. Où s'arrêtent les ambitions ukrainiennes? Nivin Potros nous en dira un peu plus sur ces questions soulevées depuis hier soir. Est-ce qu'ils sont déjà présents, les Ukrainiens, sur la rive orientale du Dniepr, c'est-à-dire côté russe? Vous verrez que oui. Et puis quid du Donbass, parce qu'on comprend aujourd'hui que le contrat passé entre le général Surovikin, celui qui dirige donc cette opération russe, et Vladimir Poutine, serait bien de mettre toutes les forces dans cette zone dans laquelle ils ont du mal à avancer, les Russes, toute cette province autour de Bakhmout. D'abord, et dans quelques instants après le journal de Magali Lunel, c'est l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko qui est avec nous. Pour l'heure, je vous laisse la parole, Magali. Et effectivement, il y a une image forte à la une de l'actualité aujourd'hui. Vous venez d'en parler, c'est Volodymyr Zelensky de retour à Kherson 3 jours seulement après la libération de la ville. Il est impossible de tuer l'Ukraine, a déclaré le président ukrainien qui promet de reconquérir tous les territoires occupés. Nancy Rice. Ni la gloire, ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. La chance nous sourira encore, jeunes frères. Première parole de l'hymne ukrainien, chanté ici par Volodymyr Zelensky.
Première parole lourde de symboles. 3 jours après la reconquête de Kherson, le président de l'Ukraine, accueilli en libérateur, prêt pour la paix, a-t-il lancé. Sur la place principale, premier point de presse, on ne change pas les habitudes et encore moins aujourd'hui. Nous avons fait des promesses, mais ce n'est pas tout. Nous sommes revenus et nous avons tenu notre promesse. Bien évidemment, nous ressentons cette énergie, cette émotion de la population et nous en sommes ravis. Ni casque, ni gilet pare-balles, en tenue militaire, entouré de gardes du corps lourdement armés, le président ukrainien à la rencontre des habitants. Gloire à l'Ukraine, entend-on depuis un balcon. Gloire aux héros, répond-on. L'ennemi est à seulement 20 km à l'est. Moscou s'est contenté de rappeler que Kherson appartenait toujours à la Russie.